Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, c'était la Grande Guerre. Ah bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans, Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur Nifre, et il tousse, il crache sur Nifre, voilà. Bienvenue à cette présentation consacrée à l'histoire de la Suisse entre 1900 et 1918, intitulée Belle Époque et Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, la Suisse apparaît comme un pays en pleine croissance économique et démographique. De 1798 à 1910, la population passe de 1,6 à 3,7 millions d'habitants et la valeur des exportations a doublé entre 1887 et 1912. La neutralité imposée par les vainqueurs de l'Empire napoléonien en 1815 et le système politique de 1848 confèrent à la Suisse une stabilité exceptionnelle en Europe. Pourtant, le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 va plonger le pays entouré de belligérants dans la peur et dans l'incertitude. Mal préparée au conflit, la Suisse va expérimenter pour la première fois un concept jusqu'alors flou, la neutralité. Les confédérés vont sortir plus unis de cette période, mais au prix de graves crises intérieures et de réformes qui vont marquer durablement l'histoire du pays. Entourée depuis le dernier quart du XIXe siècle par 4 grandes puissances, la Troisième République française, le Royaume d'Italie et les empires allemands et austro-hongrois, la Suisse est considérée comme un État tampon au cœur d'une Europe travaillée par les rivalités nationalistes. Lors du congrès de Vienne en 1815, les grandes puissances victorieuses de l'Empire napoléonien, Russie, Autriche, Prusse et Royaume-Uni, ont imposé à la Confédération le statut de neutralité afin d'empêcher avant tout la France de se lancer dans une nouvelle politique d'expansion en Europe. La neutralité est perçue comme une garantie de sécurité, mais en même temps comme une exigence, celle d'être capable de défendre son territoire. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, le gouvernement a mobilisé près de 40 000 hommes pour protéger les frontières et le pays fut à même d'assurer l'internement d'une armée française de 80 000 hommes en février 1871, la fameuse armée du général Bourbaki. Du point de vue économique et diplomatique, la Suisse peine à se profiler sur la scène internationale. La Confédération ne dispose que d'un réseau diplomatique minimal avec seulement quelques légations, dans certaines grandes capitales comme Paris, Vienne, Berlin, Washington, Londres et Saint-Pétersbourg. La Suisse suit le mouvement quand l'Europe se rallie au libre-échange durant les années 1860 en concluant des traités de commerce avec ses principaux voisins. Elle est prise de court lorsque les autres pays se convertissent au protectionnisme durant la crise des années 1870. Les nombreux ajustements des tarifs douaniers posent de multiples problèmes avec les pays voisins, en particulier la France, concernée par les statuts spéciaux des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Dans un contexte de tension internationale, les militaires demandent et obtiennent une amélioration de l'armée fédérale grâce à la nouvelle loi de 1907 sur l'organisation militaire. L'armée fait forte impression sur l'empereur d'Allemagne Guillaume II lorsqu'il assiste aux manœuvres de 1912. Néanmoins, la Suisse est insuffisamment préparée au conflit. En ce qui concerne l'économie de guerre, le Conseil fédéral se préoccupe surtout de l'approvisionnement céréalier de l'armée. En 1914, le seul préparatif de guerre consiste en une réserve de céréales juste suffisante pour tenir 2 mois. L'attitude du gouvernement correspond aux normes de l'époque. On ne se soucie que de l'armée, son organisation, son instruction et son équipement, pas du tout de la population. Oui, il faut faire des réserves de guerre, c'est clair. Alors vous-même, c'est important. Vous suivez vous-même l'exemple d'André Blattmann qui raconte avoir, par exemple, stocké 30 à 40 six-packs d'eau minérale en plus d'une citerne pleine. Moi, j'ai 3 citernes. Ah bon? 3, on sait jamais. J'ai aussi 300 kilos de farine, 800 plaques de choquerie, j'ai 120 boîtes de goulash et 3 vaches. 3 vaches? Oui. L'opinion publique n'a guère été surprise de la guerre mondiale à l'été 1914. On s'était habitué à cette issue, tant les tensions dans les Balkans et dans les colonies étaient vives depuis le début du XXe siècle. Lorsqu'à la fin de juillet 1914, la tension internationale s'aggrave, le Conseil fédéral ordonne la mise de piquet de l'armée le 31 du mois. Les 2 chambres fédérales, qu'on appelle aussi Assemblée fédérale, sont convoquées le même jour en séance extraordinaire. Le 1er août, le Conseil fédéral expédie le télégramme de mobilisation générale. Les chambres doivent ensuite élire le général, ainsi que le chef de l'état-major durant la durée du conflit. Le choix d'Ulrich Willet au poste de général échauffe les esprits. Les Romans sont choqués par sa sympathie pour l'Empire allemand et son organisation militaire. Il est en outre personnellement lié à la famille impériale, par son mariage avec une Allemande de la famille de l'ancien chancelier Bismarck. Théophile Sprecher von Bernegg est quant à lui nommé chef de l'état-major général. Il est lui aussi très proche des empires centraux. Enfin, les chambres fédérales donnent les pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour toute la durée du conflit. Les sessions parlementaires sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le 4 août, le gouvernement proclame la neutralité de la Suisse et souligne sa volonté de la défendre. En quelques semaines, plus de 238 000 soldats sont mobilisés et disposés essentiellement dans 3 régions.
Au nord, sur les bords du Rhin, parce que l'Allemagne en guerre est le pays voisin de la Suisse sur cette frontière. À l'ouest, dans le Jura, parce que la France, pays voisin dans cette région, se trouve également en guerre. Au centre, dans les environs des villes de Bienne et d'Olton, parce que la Suisse peut y placer en toute sécurité ses troupes gardées en réserve. À partir de l'hiver 1914-1915, de nombreux soldats sont envoyés chez eux pour 2 raisons. D'abord, la zone de combat, le front, s'éloigne de la frontière suisse. Ensuite, à cause de l'économie qui est rapidement déréglée, du fait de la mauvaise préparation de la Suisse au conflit. Lorsque l'Italie entre dans le conflit en 1915, la Suisse est complètement entourée par des pays en guerre. Or, elle a besoin de produits alimentaires étrangers, sucre, café, riz par exemple, et de matières premières, pétrole, charbon, fer ou encore coton. Pour veiller à nourrir toute la population, le gouvernement va progressivement mettre en place un rationnement des produits de première nécessité, comme la viande, le pain, le lait ou les pommes de terre, qui ne va devenir général qu'en 1917. Pour assurer le ravitaillement du pays, la Suisse cherche à se créer une flotte de commerce venant décharger ses produits dans un port proche de ses frontières. Après accord avec les belligérants, c'est finalement le port de Sète, dans le sud de la France, qui a été choisi. Des trains spéciaux sont réquisitionnés afin d'amener dans la mer Méditerranée jusqu'en Suisse les produits commandés dans les autres pays, notamment aux États-Unis d'Amérique. Hey, I'm Jeff Rennell. I'm from Lake Forest, California. Excuse me, I'm from America. Sweden, I think that's one of the 50 states of Europe or something, and I don't like it too much here. You know, you don't get a shit what people are saying, so. But Verbier, I like it, yeah. People are nice here. Everybody speaks English, that's nice. Avant le début de la guerre, de profondes divergences traversent déjà l'opinion suisse. La forte présence d'immigrés, 14% de la population résidente en 1910, accrédite la thèse de la surpopulation étrangère. La communauté d'origine allemande est particulièrement nombreuse dans la Suisse germanophone, où l'opinion est majoritairement favorable à l'empire de Guillaume II. La violation de la neutralité belge et le massacre de civils par l'armée allemande en août 1914 accentuent les tensions culturelles et morales au sein de la population. L'opinion romande est scandalisée par les réactions prudentes des autorités face à l'invasion violente d'un pays neutre et en partie francophone, une situation identique à la Suisse. Dès l'automne 1914, les médias évoquent un véritable fossé, Graben en allemand, qui menace de séparer les deux Suisses. Le Conseil fédéral s'efforce de calmer les esprits en appelant à l'unité nationale et en demandant aux journaux de veiller à la modération et à la réserve. Certaines personnalités publiques s'engagent comme le poète Karl Spittler, le seul écrivain suisse à obtenir le prix Nobel de littérature, qui prononce devant la nouvelle société helvétique une conférence remarquée. En définissant l'expression « notre point de vue suisse », il exprime ses craintes sur le fossé linguistique et appelle ses compatriotes alémaniques à la raison. Pourtant, de nombreux incidents entretiennent un climat tendu. Au sein de l'armée commencent à circuler les plaintes contre le ton cassant et les dédains des officiers suisses alémaniques formés aux méthodes prussiennes. Comme l'armée n'a pas l'occasion de se battre, ses responsables craignent qu'elle ne ramollisse. Pour cette raison, les officiers soumettent les soldats à des fréquents exercices, parfois très difficiles. Derrière le conflit linguistique se cache également un conflit social. En réalité, les officiers sont souvent des patrons dans le civil, alors que les soldats viennent souvent de milieux modestes qui ont l'impression qu'on veut leur faire comprendre qui commande en Suisse, à l'armée comme partout. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef! Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. En décembre 1915, éclate l'affaire dite des colonels. C'est par l'ambassade de France que le Conseil fédéral apprend comment les légations d'Allemagne et d'Autriche reçoivent des rapports quotidiens de l'état-major en échange d'informations allemandes. Les deux responsables, deux colonels suisses alémaniques nommés Egli et von Wattenwyl, sont simplement déplacés par la hiérarchie militaire qui cherche à étouffer l'affaire. Pour l'opinion suisse romande, la démonstration est faite de la collusion entre un gouvernement à majorité germanophone, la caste militaire suisse et les empires centraux. En janvier 1916 à Lausanne, le drapeau du consulat allemand est arraché par des manifestants. Cédant à la pression, le Conseil fédéral et l'armée doivent se résoudre à mettre en place une procédure militaire. Or, le soupçon de haute trahison est vite écarté et les deux colonels sont acquittés par le tribunal, ce qui provoque de nouvelles manifestations en Suisse romande et au Tessin. Globalement, les conséquences sont désastreuses pour l'unité morale du pays et pour les autorités fédérales. Même au sein de l'armée, certains dénoncent la germanophilie sans dignité de l'état-major. C'est pourquoi le Conseil fédéral va infléchir sa politique, notamment en approuvant l'étude de modalités de coopération avec le camp de l'Entente, dans l'éventualité d'une violation par l'Allemagne de la neutralité suisse. Malgré ces mesures, le mandat du général Villet fut parsemé tout le long du conflit par des affaires politiques et militaires. Villet lui-même provoqua un scandale en Suisse romande en proposant au Conseil fédéral le 20 juillet 1915 d'entrer en guerre et de s'allier avec les empires centraux. Le gouvernement refusa.
Mais la sympathie soupçonnée du commandement suisse pour son homologue allemand ne faisait dès lors plus l'ombre d'un doute. En 1917, la Première Guerre mondiale poursuit son cours. Les forces allemandes sont divisées et combattent les Russes sur le front oriental et les Franco-Britanniques sur le front occidental. Ces derniers insistent pour que cette situation se perpétue, afin de maintenir les troupes allemandes mobilisées sur les deux fronts, plutôt qu'elles se concentrent sur l'un d'eux. C'est alors que le tsar Nicolas II de Russie est déposé durant la révolution de février 1917. Un gouvernement provisoire se met en place dans l'attente d'élections constituantes. Lénine, le leader des bolcheviks, vit encore en exil en Suisse. Contrairement au gouvernement provisoire, Lénine souhaite faire la paix avec l'Allemagne, quel qu'en soit le prix et les avis des alliés de la Russie. C'est pour cette raison que les Allemands décident d'aider Lénine à rentrer dans son pays, en avril 1917. Dans ce contexte tendu, un conseiller national socialiste bernois, Robert Grimm, rencontre Arthur Hoffmann, le conseiller fédéral responsable du département politique, le ministère des Affaires étrangères de l'époque, afin de l'informer de son projet de voyage en Russie, dans le but de persuader le gouvernement provisoire de signer la paix avec l'Allemagne. Sans consultation du Conseil fédéral, Hoffmann donne son approbation à Grimm, qui part au mois de mai 1917. Une fois à Petrograd, Grimm donne des conférences et entre en relation avec plusieurs ministres et personnalités proches du gouvernement russe. Le 26 mai, le député bernois envoie un télégramme à Hoffmann dans lequel il estime qu'une paix séparée semble possible et demande des précisions quant au but de guerre des belligérants. La réponse du conseiller fédéral, sous la forme d'un télégramme très positif sur l'idée d'une paix séparée, est interceptée par le ministère russe des Affaires étrangères et son contenu divulgué. Les alliés français et britanniques ont clairement l'impression que la Suisse neutre fait preuve de complaisance vis-à-vis de l'Allemagne. En Suisse romande, la presse estime que la germanophilie du conseiller fédéral conduit à un déshonneur du pays tout entier. Déstabilisé par le tollé de cette affaire, Grimm est expulsé de Russie et Hoffmann est contraint de remettre sa démission de conseiller fédéral le 19 juin 1917. Il se voit remplacé par le libéral genevois Gustav Ador, président du Comité international de la Croix-Rouge et très bien vu des puissances de l'Entente, en particulier la France. Avec le recul, on ne peut que s'étonner des prétentions d'une partie du Conseil fédéral qui tente d'intervenir dans le contexte international par une surestimation naïve de son influence alors qu'il n'a aucun moyen de faire pression sur l'un ou l'autre des belligérants. Vous m'avez traité d'abruti ? Hein ? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Fondé en 1863 à Genève par Henri Dunant, le CICR va vivre son véritable baptême du feu durant la Première Guerre mondiale. L'institution va y jouer un rôle important, et pas seulement sur le terrain. L'actuel musée Rath-Genevois va être occupé de 1914 à 1919 par l'Agence internationale pour les prisonniers de guerre, créée et dirigée par le futur conseiller fédéral Gustav Ador. Le CICR va distribuer plus de 6 millions de lettres et 1,8 million de colis aux prisonniers. Pour la première fois également, 514 camps de prisonniers vont être visités notamment pour des recherches d'identité. Une action qui vaudra à l'institution de se voir décerner le prix Nobel de la paix en 1917. Des plaques apposées sur la façade principale du bâtiment, de part et d'autre de l'escalier, rappellent cet épisode historique. Les fichiers de recherche des prisonniers sont actuellement toujours conservés à Genève, au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En 1918, une épidémie de grippe touche l'Europe en provenance des États-Unis. On l'appellera pourtant grippe espagnole, car c'est par ce pays qu'elle a pénétré en Europe. Apparue au mois de juillet, l'épidémie atteint un sommet en octobre avec 280 000 cas. Globalement, 40% de la population a été touchée et le taux de mortalité a atteint 1,4%. Sur 21 500 victimes, 3 000 sont des militaires mobilisés. Il faut dire que la promiscuité, le manque d'hygiène et une alimentation insuffisante ont favorisé le développement de cette maladie qui a provoqué entre 20 et 100 millions de morts à travers le monde. Cette période est marquée également par d'immenses difficultés sociales. La troupe est soumise à des exercices importants pour une solde de 80 centimes par jour, soit l'équivalent de 3 chopes de bière et un paquet de cigarettes. On n'avait pas prévu de compensation pour les pertes de gains des soldats mobilisés. La situation devient peu à peu explosive. Entre 1914 et 1918, les prix de la consommation sont multipliés en moyenne par 3. La hausse des salaires n'a suivi qu'avec retard celle des prix. Les mesures tardives prises pour lutter contre les disparités d'approvisionnement ne suffisent pas.
Ce n'est qu'en octobre 1917 que le pain et la farine sont rationnés, puis l'année suivante les produits laitiers et la viande. Malgré un marché noir florissant, les cartes nécessaires à l'achat de ces denrées assurent une répartition quantitative, mais l'État choisit de ne pas toucher au prix qui ne cesse de grimper. Dans tout le pays, on recense à la fin de 1918 près de 700 000 personnes qui bénéficient de ce cours, soit 18,5% de la population. Pour ne rien arranger, un impôt fédéral destiné au financement de la défense nationale est introduit par le Conseil fédéral dès 1915. Présenté comme provisoire, il reste encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Mais dans Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Ce climat social explosif nourrit les espoirs d'une minorité extrémiste du Parti socialiste suisse, emmenée par Robert Grimm, qui s'était constitué en comité d'action lors d'une conférence à Olten en février 1918. L'élément déclencheur a été une maladresse du Conseil fédéral, qui pense alors imposer à la population un système de service civil obligatoire. Le projet, rapidement abandonné, suscite néanmoins une large vague de réprobation dont profitent certains socialistes pour élaborer un plan de grève générale avec une liste de 9 revendications, parmi lesquelles figure la confiscation des bénéfices de guerre. Les événements semblent alors se précipiter dans le contexte qui conduit à l'effondrement des empires centraux et à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Les socialistes extrémistes s'apprêtent à célébrer le premier anniversaire de la prise de pouvoir par les bolcheviks en Russie. Une manifestation est organisée à Zurich le 7 novembre, mais pour prévenir les débordements violents, l'armée la disperse en tirant sur la foule, provoquant la mort de 4 personnes. En réaction, le comité d'Olten décrète une grève générale illimitée dès le 11 novembre. Très inquiets, le gouvernement et le Parlement réunis en session extraordinaire prônent la fermeté et mobilisent 100 000 soldats, essentiellement dans les villes, pour assurer la protection des bâtiments publics, le service d'ordre et la circulation des trains. Un peu partout, des volontaires sous la forme de gardes civiques s'organisent pour exécuter les travaux urgents. La démonstration de force est à la mesure de la peur d'une révolution. La grève va durer 3 jours et ce sont surtout les villes industrielles de Suisse alémanique qui ont suivi le mot d'ordre, la Suisse latine se trouvant plongée dans la liesse de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Les actes de violence proprement dit sont rares, mais l'opinion attribue au chef du mouvement la responsabilité de la mort de plus de 3000 soldats victimes de l'épidémie de grippe qui sévit alors. Finalement, les 250 000 grévistes se soumettent sans condition et reprennent le travail avec beaucoup d'amertume. Cependant, le bilan est plus complexe qu'il n'y paraît. Comme l'a écrit Robert Grimm, la classe ouvrière a perdu une bataille et remporté une victoire. En effet, dans les années suivantes, certaines des 9 revendications du comité d'Olten vont recevoir satisfaction comme la réforme du système électoral avec l'adoption du mode de scrutin proportionnel pour les élections fédérales, la semaine de 48 heures, ou encore le principe de l'AVS, voté en 1925, mais qui ne sera mis en place qu'en 1947. Le droit de vote pour les femmes, qui figurait pourtant parmi les premières revendications du comité d'Olten, ne va être mis en place au niveau fédéral qu'en 1971. Au seuil des années 20, la situation exceptionnelle engendrée par la Première Guerre mondiale a révélé au grand jour les failles dans le système suisse qui s'est retrouvé au bord de l'implosion politique et sociale. L'unité nationale a été préservée par des consensus menant à des réformes durables qui ont façonné le pays jusqu'à aujourd'hui. La Confédération a été meurtrie par une pandémie, mais épargnée par les destructions matérielles, notamment grâce à une neutralité orientée qui va faire l'objet de nouvelles critiques 20 ans plus tard. La paix revenue, la Suisse doit réfléchir sur la place qu'elle veut occuper sur la scène internationale qui a subi de profonds bouleversements. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette présentation est maintenant terminée. Un immense merci pour votre attention et à très bientôt.